Notre objectif est en fait de parler à des personnes qui construisent réellement ces systèmes et les déploient. N'hésitez pas. Vous présenter. Salut, je m'appelle Raji. Je suis architecte en données et IA chez Priceline. Techniquement, je suis responsable de la plateforme ML et de la plateforme GenAI et de la mise en œuvre de l'ARIS Observability pour les modèles de ML, ainsi que pour les solutions GenAI et Agentic. Salut tout le monde, je suis Kanch. Je suis chez Google. Je suis responsable des solutions techniques pour les agents. Ce que je fais, c'est que je parle à des clients, près de 20 par semaine. J'essaye de comprendre les schémas de problèmes et de construire des solutions open source. C'est notre domaine de focus principal. Super, veux-tu écrire? Commencer par le OpenEbot, un bon exemple. Qu'est-ce que c'est? Quel est un exemple d'un cas d'utilisation réel? Décris ce qu'il fait. D'accord. Peut-être que je ne suis pas censée en parler beaucoup, mais c'est le chatbot de notre entreprise qui gère le système de réservation pour les annulations. Le processus de réservation et la génération d'itinéraires, donc il a le système humain. Plus le système technologique de l'agent chatbot, nous avons des cadres d'évaluation robustes dont nous allons parler aujourd'hui. Donc il a une observabilité de bout en bout. Ouais. Alors, vous, je suppose, en commençant par le haut, et tu vois beaucoup de clients aussi, quelles sont les raisons, quels sont certains des scénarios de déploiement? Tu sais, c'est du chat, du service client. Quels sont les scénarios de déploiement que tu vois et les cas d'utilisation commerciale que tu vois abordés? Pour moi, cette diapositive sur la chaîne de terre a très bien résonné. Donc, si j'y pense, les agents existaient avant l'IA générative et c'était un type d'agent déterministe. Et c'était toujours le cas. Donc, le support client a définitivement résonné. Et puis, la recherche et la synthèse résonnent définitivement. Une connaissance est le acteur clé d'un agent. Alors, le routeur et essayer de naviguer dans les tâches de productivité, tout ça, ça m'arrive assez souvent. Par exemple, quelquefois, de temps en temps, assez souvent, quand tu demandes à un client ce qu'est un agent, ils ont tendance à parler des agents conversationnels. Et ensuite, ça va vers d'autres cadres agentiques qui existent. D'accord. Et en termes de, dans votre expérience, quels sont certains des plus grands défis pour faire fonctionner tout ça lors de son déploiement? Quand je pense aux défis et les obstacles que je dois surmonter, le plus souvent, comme pour toute application d'IA générative, le prototype est toujours facile, c'est la mise en production. Je pense que Mustafa Suleyman, le PDG de Microsoft, a fait ce commentaire qui disait « Atteindre 60% n'est pas difficile, atteindre 90%. » C'est la partie la plus difficile et je pense que c'est le défi. Chaque entreprise où j'ai travaillé a traversé ça. Donc, l'évaluation. En développement, c'est une chose, mais l'évaluation en production, c'est complètement une autre échelle. Et Raji, as-tu vu la même chose? La même chose? Ouais, je passerai à la prototypage puis à la production, non. Mais je vais incorporer le même cadre d'évaluation. D'abord, je voudrais définir un cadre robuste pour les évaluations, y compris. Pour moi, le plus grand défi dans la mise en place du cadre d'évaluation concerne la mise en œuvre des évaluations au niveau des sous-tâches jusqu'au niveau de la finalisation, sortie finale par rapport à la sous-tâche. Il y a toujours un compromis entre eux. Si tu parles de la mise en place de l'évaluation au niveau des sous-tâches, tu couvres les évaluations pour l'ensemble de la sous-tâche. Teste si tu t'assures que la sortie est conforme et que tu élimines toutes les erreurs en cascade, d'accord? Mais si tu as les évaluations de la sortie finale, oui, tu as la sortie d'évaluation couverte, mais tu manques cette granularité de l'ensemble. Éléments en cascade aussi, mais tu économises des coûts là? Oui. Donc il y a toujours un compromis entre ceci et cela. Et aussi, le plus grand défi que je dirais, c'est donc, avoir le surajustement des évaluations. Pour les données d'entraînement, le modèle sera surajusté
Il comprend un ensemble spécifique de sorties, mais si les données d'entraînement ne contiennent pas suffisamment d'informations, le surajustement se produit. Donc, tu dois toujours avoir suffisamment de données d'entraînement, avoir différents modèles, différentes phrases, tester avec des requêtes ad hoc. Donc, ouais. Et je pense qu'un point soulevé, qui est parfois perdu dans certains cas, c'est que parfois tu fais presque des évaluations. Tu produis. C'était une bonne conversation, c'était une mauvaise conversation. Et puis il y a des évaluations sur des choses très spécifiques aussi. Donc les évaluations sont ce terme large que tu utilises, mais parfois ça signifie une évaluation très générale. Et parfois c'est très spécifique à la branche et à l'exécution. Et oui, en termes de n'importe quoi, j'aime des choses alors que tu déployais ton agent ou que tu essayais de déployer ton assistant. Défis que tu as rencontrés en passant du développement à la production. Des choses qui ont un peu surgi, des moyens que tu as trouvés pour l'améliorer ou l'améliorer en obtenant des données réelles. Ouais, je dirais que, tu sais, avoir la scalabilité au niveau de l'infrastructure, ouais. Au départ, nous avons prototypé avec un certain type de base de données ou des magasins de données qui ne pouvaient accueillir que des données structurées ou non structurées. Quand nous voulions le rack avec la base de données vector, les types de données incompatibles avec les magasins de données existants. Donc, en sélectionnant une infrastructure évolutive pour les données non structurées, structurées et vectorielles, les solutions sont clés. Les magasins Agentic Solutions sont clés. J'ai compris. Et donc, il y a tout ce travail de base pour faire fonctionner tout ça, ce qui est douloureux. Je suppose que ma question pour toi est, est-ce que les frameworks aident d'une manière ou d'une autre? Les frameworks sont-ils utiles? Utilises-tu l'un framework? Les frameworks pourraient être comme les graphes de lanes, les chaînes de lanes du monde ou FluLama. Mais en entrant dans les frameworks, en fait, nous avons fait tout le prototypage très rapidement pour des choses à mettre sur le marché. Nous utilisons actuellement des frameworks comme Longflow. Nous avons mis en œuvre Longflow pour le non-prod et le prototypage. Oui, je dirais qu'il y a beaucoup d'avantages à cela. Vous avez les meilleures pratiques prêtes à l'emploi et les approches de développement. Cela fait gagner du temps. Mais si j'utilise un projet complexe avec des indicateurs commerciaux à prendre en compte, je choisirai le cadre au-dessus des cadres open source établis. Compris? Cadre au-dessus des cadres open source établis. J'ai compris. Et production, avez-vous tendance à voir, et cela pourrait être une question pour vous aussi, est-ce que les gens utilisent les cadres jusqu'à la production? Sont-ils des prototypes ou sont-ils conçus pour le produit complet ou est-ce encore trop tôt pour le dire? Je pense, c'est trop tôt. D'accord. La façon dont je vois les clients, c'est comme l'a mentionné Raji, de plus en plus de clients utilisent des cadres alors qu'ils commencent leur parcours parce que c'est facile pour un développeur de s'adapter. C'est un cadre de niveau supérieur. Vous n'avez pas besoin de connaître les détails précis. La plupart des développeurs peuvent presque faire fonctionner un flux agentique en 2 heures avec tous les exemples et recettes disponibles. Donc, je le vois très souvent. Mais quand il s'agit de le mettre en production, c'est à ce moment-là que de nombreuses organisations se demandent pourquoi ai-je besoin de ce cadre? Qu'est-ce que j'en tire? Alors, comme Raji le mentionnait, ils se disent « D'accord, je peux faire ça moi-même avec n'importe quel modèle et avec l'appel de fonction. Alors, pourquoi ai-je besoin de ça? » Donc, à ce stade, il y a, bien sûr, comme nous l'avons vu, plusieurs cadres différents et la plupart d'entre eux sont vraiment bons dans ce qu'ils font. Ils s'intègrent très bien à l'écosystème avec des erreurs et d'autres, vous savez, des partenaires là-bas. Donc, je pense que cet aspect est quelque chose que les cadres offrent par défaut. Ouais. Parce que tu l'ajustes et tu n'as pas à te soucier des opérations, de la surveillance, de l'observabilité. Tu sais, obtenir les normes d'évaluation, comment tu convertis ça de tes métriques commerciales à tes métriques KPI, puis aux métriques d'évaluation. Tout cela est à peu près défini, mais il y a encore une certaine hésitation par rapport au cadre, je dirais. Ouais. En termes d'évaluation, et comme ce que tu fais-tu une évaluation humaine? On parle des évaluations des LLM, mais comment les annotations humaines
et le marquage humain entrent en jeu. Ouais, avant Avant que ces évaluations en ligne n'entrent en jeu, l'humain dans la boucle était notre seule façon de faire cela. Mais je ne sortirai pas de l'humain dans la boucle. Cependant, nous avons mis en place l'évaluation en ligne pour avoir des boucles de rétroaction et une surveillance continue et tout ça. Je choisirai toujours le retour humain pour des cas ponctuels. Ouais, je pense qu'on le voit aussi. Donc il y a un compromis entre l'échelle qui est faible, mais avec une très grande confiance dans la partie humaine, et ensuite les évaluations par-dessus. Ta démo, t'es vraiment bonne. Parce que si je devais y réfléchir, tu as réussi à intégrer le composant humain en posant des questions en langage naturel sur les données. En plus de ce que le LLM en tant que juge avait fait. Donc, je ressens vraiment que c'est un passage de relais, ici, plutôt, que ce soit l'un ou l'autre. Dans la plupart des cas, nous avons besoin des deux à ce stade pour pouvoir évoluer et mettre en œuvre. Bien que nous ayons ce marquage et cet échantillonnage des données, je prendrai quand même les données, comme les frustrations des utilisateurs. Prends-les, échantillonne-les, trouve-les. Tu sais comment le chatbot fonctionne. Et ouais, je suis totalement d'accord. Je pense qu'il y a un compromis là. Ils nous ont demandé de faire une session de 15 minutes, donc je voulais laisser 1 minute ou 2 s'il y a des questions. Est-ce que quelqu'un veut poser des questions aux personnes qui mettent en œuvre ces choses? Ouais. D'accord, bonne question. Ma question portait sur la construction de systèmes d'agents avec de petits modèles de langage. Donc je sais que, comme Gemma et Phi3, ils deviennent de plus en plus performants et capables. Alors, comment cela s'intègre-t-il dans le tableau de la construction avec les meilleurs modèles de pointe par rapport à l'utilisation de modèles plus petits? C'est en fait la question de la construction du modèle en réalité plus petit, évaluer entre les modèles plus petits et les modèles plus grands. Oui, question est de savoir comment les SLM sont utilisés chez le client. SLM est un terme pour un petit modèle de langage que nous avons tendance à considérer comme avantageux pour les garde-fous ou les évaluations, là où vous voulez quelque chose de rapide et pas cher, mais... Et c'est peut-être un peu plus généralisable que quelque chose d'autre. Donc, c'est là que je l'ai vu pour les garde-fous et les évaluations, qui sont assez grande échelle et statiques. Je ne sais pas si vous le voyez, non, mais je n'ai pas observé ce comportement en ce sens comme ça. Mais peut-être, comme vous l'avez souligné, c'est plus pour les garde-fous. Je pense que Gemma est vraiment un exemple du dernier modèle de Google qui correspond à cela. Et j'ai vu des gens l'utiliser, en fait. D'autres questions, ici. C'était incroyable. J'ai une question. Je fais des évaluations LLM en tant que juge dans une start-up. Et je me suis demandé, je pensais que le point sur l'intégration des retours humains est toujours meilleur. Et donc, construire des ensembles de données dorées est un peu d'où provient une grande partie de notre évaluation. Et donc, je suppose, comme vous le dites, quelle est la meilleure façon de construire, disons, ces systèmes natifs d'IA où vous intégrez à la fois les retours humains et aussi les LLM. En tant que juge, je suppose que vous obtenez en quelque sorte une quantité très fixe de données à partir d'un ensemble de données dorées. Mais je suppose à l'avenir, comment voyez-vous l'évaluation évoluer et se développer? Je sais que j'ai posé comme 2 questions en une, mais de manière plus générale, où voyez-vous l'évaluation aller, donner, comme en quelque sorte ça, comme l'humain est meilleur mais c'est fixe? Ouais. Donc juste pour répéter la question, ce que j'ai entendu, c'était où voyons-nous les évaluations aller avec ce compromis entre l'humain et le LM en tant que juge? Et quelles tendances ou choses voyez-vous en termes de ce que vous observez? Comment ces éléments s'équilibrent-ils? Si vous devez y réfléchir, n'est-ce pas? Comme les métriques ou les métriques. D'évaluation, encore une fois, ce n'est pas un nouveau concept. On a l'impression de réinventer certaines des métriques. Donc, il y avait cette précision, se rappelle le F1, comme tout ça qu'on a fait. Et ensuite, avec l'IA générative, vous avez bleu, rouge, comme vous savez, la séquence F1, des choses comme ça. Mais quand, comme je pense à l'humain, quand il entre en jeu, cela a toujours existé.
Il y a ce pouce levé, pouce baissé, et ensuite essayer d'évaluer la vérité de base par rapport à la similarité contextuelle. Vous savez, une similarité factuelle, une conscience contextuelle, des choses comme ça qui vont continuer. Et je pense que c'est encore la pierre angulaire pour définir quels sont ces compromis. Comme ce domaine est encore très nuancé, donc je ne dépendrai jamais, du moins à ce stade, des LLM juste complètement. Pour être honnête, l'humain dans la boucle sera toujours là, mais l'humain dans la boucle a besoin d'aide. À certains égards, et pour moi, RSAI pourrait être l'un de ces partenaires qui permet à vos équipes de construire mieux. C'est du moins comme ça que je le vois, mais je ne sais pas pour... Ouais, je le ferai. Je crois aux évaluations en ligne, c'est sûr. Je le ferai, étiqueter les données que je recevrai, vous savez, comme de bonnes évaluations, de mauvaises évaluations. Je prendrai les métriques d'échantillonnage, mais si vous regardez dans des scénarios en temps réel, vous ne pouvez pas échantillonner l'ensemble des données. Vous faites 5% pour 10% des données, et là, vous savez que vous ne samplez pas l'ensemble des données. Je choisirais quand même d'avoir l'humain dans la boucle parce que je ne sample que des données limitées